MS et maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Ah bon? Oui. Il m'a dit Abdallah parce qu'elle est là. Non, ما لقيتنيش non. La connexion ناقصة, non, c'est pour ça. نعطيك البوينتور. Merci. Bonjour, honorable assistance. Ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour vous présenter, vous parler d'un thème très important qui constitue un enjeu majeur dans la prise en charge des MICI, qui est les cancers. Donc pour cela, notre exposé est divisé en 3 parties. Il y a les cancers liés au MICI, à l'inflammation chronique des MICI, il y a les cancers liés au traitement des MICI, et le 3e chapitre, c'est bien quand il y a un cancer actif ou récent associé à la MICI. Donc, commençons par les cancers liés à la MICI. Donc, en guise d'introduction, je vous rappelle que les MICI sont associés à un risque accru non seulement du cancer colorectal, mais aussi d'adénocarcinome du grêle, du cancer du réservoir, cancer du canal anal et de cholangiocarcinome. Pour le cancer colorectal, vous le savez qu'il représente 1 à 2% des cancers colorectals, tout type confondus, associés au MICI. Donc, la prévalence ou le risque, il est de 2,4 fois la population générale en cas de RCH. Et nous avons remarqué que le risque cumulé diminue au fil des années. Donc, de 2001 jusqu'aux études les plus récentes, il a diminué pour atteindre donc de 2% à 10 ans, pour donc atteindre des 2,5 après 20 ans d'évolution. Cette diminution du risque cumulé est expliquée par le meilleur contrôle de l'inflammation grâce au développement des nouvelles molécules et, en deuxième lieu, par l'amélioration des programmes de dépistage chez des patients classés à haut risque de cancer colorectal. Concernant la maladie de Crohn, ce risque est légèrement plus élevé que la RCH. Le risque global, donc, il est revu aussi à la baisse, mais il reste important dans les centres de référence. Ceci est expliqué que les centres de référence reçoivent les maladies les plus sévères. Les patients vivant avec une MICI, ils ont une dualité de risque. Ils présentent le risque, donc, comme la population générale, à présenter un cancer colorectal sporadique et un surrisque lié à la maladie et à l'inflammation chronique. Donc, comme je vous ai dit, il y a des facteurs de risque non spécifiques liés à toute la population, comme l'âge, le sexe masculin, les antécédents familiaux de cancer colorectal, surtout quand il survient avant 50 ans, et un surrisque lié à la maladie, comme l'étendue de la maladie, surtout dans les formes coliques, une RCH qui dépasse l'angle colique gauche, une maladie de Crohn de localisation colique, surtout si elle atteint plus d'un tiers de la muqueuse colique, la durée d'évolution de la maladie ou l'ancienneté de la maladie au-delà de 8 ans d'évolution et l'âge jeune au moment du diagnostic et l'association à une CSP qui multiplie le risque x 4, sans oublier la sévérité de l'inflammation intestinale. Y a-t-il des facteurs protecteurs du cancer colorectal chez les MICI? Eh bien, dans l'étude du groupe Sésame, ils ont démontré que l'exposition au 5-ASA dans l'année du diagnostic du cancer colorectal avait un effet protecteur.
Certain nombre d'études suggèrent que la prise de 5-ASA par voie orale constitue un facteur protecteur à une dose ou posologie de moins 1,2 g par jour. Qu'en est-il des thiopurines ou des anti-TNF? Cette étude n'a pas démontré d'effet chimiopréventif dans cette cohorte. Par contre, il existe 2 autres méta-analyses qui commencent à parler à un effet protecteur des thiopurines et des anti-TNF liés au meilleur contrôle de l'inflammation. Que disent les recommandations concernant le dépistage de la dysplasie du cancer colorectal associé à une MICI? L'ECHO recommande d'effectuer une coloscopie de dépistage à partir de 8 ans d'évolution de la MICI. Et aussi bien l'ASFED que l'ECHO recommandent de réaliser des coloscopies de surveillance, si possible, en période de rémission, sans plus tarder ce dépistage si la maladie est incomplètement contrôlée, surtout si le risque est très élevé, par exemple quand une CSP est associée. Il existe des cas particuliers de recommandation. Donc, il n'y a pas de recommandation supplémentaire de dépistage chez les patients qui présentent une maladie de Crohn, par exemple, limitée au rectum avec une légère inflammation, ou bien la maladie de Crohn limitée uniquement à l'intestin grêle. Le deuxième cas particulier, c'est quand il y a une CSP associée. On ne va pas attendre les 8 ans d'évolution de la maladie pour commencer le dépistage. Donc, on le fait dès l'année du diagnostic et annuellement. Quelles sont les méthodes de dépistage? La chromo-endoscopie est recommandée avec coloration à l'indigo carmin et des biopsies ciblées par l'écho. Et à défaut, on peut faire une coloscopie standard à la lumière blanche et on fait des biopsies aléatoires tous les 10 cm dans des flacons séparés, à condition que cette coloscopie soit de bonne qualité, avec une bonne préparation, un temps suffisant de retrait, en utilisant des pompes de lavage et en utilisant des coloscopes à haute définition munis d'un zoom. Qu'en est-il des colorations virtuelles? Donc, dans l'étude du groupe GTED, elle démontre que la coloration à l'indigo carmin permet de détecter le plus de lésions que la chromo-endoscopie virtuelle, mais ces lésions ne sont jamais dysplasiques. Donc, on peut quand même faire de la chromoscopie virtuelle, mais dans des centres experts. Quel est le rythme de surveillance pour un dépistage optimal? Donc, le rythme de surveillance dépend du degré du risque. Il y a des populations dites à haut risque quand il y a une CSP associée, une sténose ou dysplasie de bas grade associée, quand l'atteinte inflammatoire est très sévère et quand il y a un antécédent de cancer de premier degré avant 50 ans. Dans ce cas de figure, on doit faire une coloscopie annuellement, même après la transplantation hépatique pour la CSP, parce que le risque de cancer colorectal évolue indépendamment de la CSP. Quand le risque est intermédiaire, c'est-à-dire la maladie a une activité modérée en présence de pseudopolypes ou le cancer dans la famille qui survient après 50 ans, on recommande de faire une coloscopie tous les 2 à 3 ans. Quand le risque est faible dans les autres cas de figure, une coloscopie de dépistage est recommandée tous les 5 ans. Et l'efficacité, bien sûr, de la surveillance a été démontrée. Et la survie à 5 ans chez les patients qui ont suivi un programme de surveillance, elle est bien meilleure que les autres malades. Donc, passer d'une dysplasie à un cancer colorectal suit la même séquence histologique de carcinogénèse, sauf que l'ordre des mutations, il est inversé par rapport au cancer colorectal sporadique, où on voit que les mutations du gène APC viennent en dernier, après les mutations du P53. Qu'en est-il de la prise en charge des lésions dysplasiques? Donc, les lésions dysplasiques sont classées en lésions polypoïdes d'allure adénomateuse. C'est des lésions surélevées, sessiles ou pédiculées qui dépassent les 2,5 mm et ne sont pas associées à une dysplasie au pourtour. La prise en charge dans ce cas-là, c'est de faire une résection endoscopique complète si elle est possible, s'il n'y a pas de dysplasie au pourtour des lésions et s'il n'y a pas de dysplasie de bas grade ailleurs dans le côlon. Dans le cas contraire, on fait une résection colique segmentaire et une coloscopie de surveillance est recommandée 3 à 6 mois plus tard. Pour les lésions non polypoïdes dysplasiques, c'est-à-dire avec une surélévation inférieure à 2,5 mm, si vous voyez au niveau de la flèche noire, la différence entre les lésions non polypoïdes et polypoïdes. Donc, si la lésion est unique, on essaie quand même de faire une résection endoscopique, de préférence par dissection sous-muqueuse, et le cas contraire, on fait une colectomie totale, elle est recommandée, quel que soit le grade de dysplasie. Et dans ce cas-là, la surveillance est recommandée aussi tous les 3 à 6 mois, vu que le risque peut atteindre jusqu'à 65% de dysplasie de haut grade ou de cancer.
Quand il y a de la dysplasie de découverte fortuite sur une muqueuse plane, on doit refaire une coloscopie avec chromo-endoscopie dans un centre expert. Et si on trouve de la dysplasie de bas grade, on doit refaire cette coloscopie après 3 mois. Par contre, si on trouve une dysplasie de haut grade, dans ce cas-là, la coloproctectomie est recommandée. Pour résumer la situation, donc il existe des lésions visibles. En zone saine, c'est un polype sporadique qu'on résèque. Et en sein de la colite, il y a des lésions polypoïdes. On commence par la résection endoscopique complète. Et pour les lésions non polypoïdes, si la résection est possible, on fait la résection endoscopique. Si cette résection n'est pas possible ou les lésions sont multiples, on passe à la coloproctectomie totale. Par contre, si les lésions sont de découverte fortuite sur une muqueuse saine, si la dysplasie est de bas grade, on refait la coloscopie après 3 mois. Si elle est de haut grade, on passe à la colectomie totale. Donc, le pronostic de cancer colorectal associé au MICI semble similaire ou légèrement diminué par rapport à la population générale. Et le sexe masculin et la faible durée d'évolution de la maladie constituent un facteur de mauvais pronostic. Après le cancer colorectal, il y a l'adénocarcinome de l'intestin grêle qui est bien moins, donc c'est très rare, 40 fois moins que le cancer colorectal. Il vient en premier rang des tumeurs malignes de l'intestin grêle, de localisation surtout iléale, 75% si la maladie de Crohn est iléale. Les facteurs de risque, en plus des facteurs de risque du cancer colorectal, c'est surtout la localisation purement iléale de la maladie et les antécédents de chirurgie conservatrice de l'intestin grêle, comme les structuroplasties ou les onces exclues. Et les 5 ASAC constituent aussi un facteur protecteur si la prise dépasse les 2 ans. Généralement, l'adénocarcinome de l'intestin grêle est découvert à un stade avancé où, dans 38% des cas, on trouve des métastases synchrones. Aucune recommandation pour le moment concernant le dépistage de dysplasie ou de cancer de l'intestin grêle. Donc, dans l'étude du groupe JTED, donc il n'y a pas de recommandation concernant la surveillance parce que la prévalence après 1 an de suivi était de 3% et la sensibilité de l'endoscopie était uniquement de 33%, expliqué par le fait que la coloscopie, dans la plupart des cas, est incomplète en présence de sténose grélique. Pour le cancer du réservoir, le risque est inférieur à 5% et les facteurs de risque, surtout les antécédents de dysplasie ou de cancer sur la pièce opératoire, la CSP associée et la persistance de l'inflammation au niveau du réservoir. La surveillance endoscopique annuelle est recommandée. Le cancer du canal anal, les facteurs de risque, c'est les lésions anopérinéales de la maladie de Crohn et la proctite. Donc, c'est surtout le plus fréquent, c'est l'adénocarcinome périanal qui survient sur une fistule de maladie de Crohn et une surveillance annuelle est recommandée. Donc, voilà. Dans la cohorte Sésame, elle confirme l'augmentation du risque de cancer anal lors d'une atteinte anale et ou périanale de la maladie de Crohn. Concernant le cholangiocarcinome, on sait que la CSP est associée dans 2 tiers des cas à une MICI et elle multiplie le risque x4 de cholangiocarcinome. Est-ce qu'il y a-t-il des modalités de surveillance ou des recommandations? Pour le moment, ils ne sont pas encore définitivement établis, mais chez le groupe international d'études de CSP, ils préconisent une surveillance par un dosage du CA19-9 et une cholangiopancréato-IRM annuellement. Et il faut savoir que tout patient présentant une lésion vésiculaire qui dépasse les 0,8 cm devrait être cholécystectomisé. Passons au deuxième chapitre qui est les cancers liés au traitement. Donc, je vous ai résumé les différentes néoplasies liées au traitement. Concernant les thiopurines, c'est surtout les hémopathies malignes, les lymphomes liés à l'EBV et les cancers cutanés non mélanocytaires. Non mélanocytaires, contrairement aux anti-TNF qui augmentent le risque surtout de mélanome malin. Concernant le lymphome T hépatosplénique, le risque existe quand il y a une association thérapeutique ou une combothérapie anti-TNF avec thiopurine et ce risque il est quasi nul en cas de monothérapie par les anti-TNF. Les autres risques de cancer sont incertains à confirmer. Pour les nouvelles biothérapies, il n'y a pas de données suffisantes au long cours pour se prononcer par rapport au risque de survenue de cancer. Quelles sont les mesures préventives? Donc, l'utilisation prolongée des thiopurines est discutable et à éviter chez les sujets âgés de plus de 60 ans et surtout chez les sujets séronégatifs pour le BV pour éviter le lymphome. Et il ne faut pas oublier la protection solaire et le suivi dermatologique, quel que soit le type de traitement.
Et il faut limiter aussi la combothérapie chez les sujets jeunes de moins de 30 ans si la maladie est bien contrôlée après 2 ans. Troisième partie, c'est les MICI. La prise en charge des MICI quand il y a un cancer actif ou récent. Donc le but, c'est d'éviter au maximum une récidive loco-régionale ou métastatique quand on maintient le traitement ou bien on reprend le traitement de la maladie. Il faut savoir que le risque est classé en bas, intermédiaire ou élevé de récidive donc par rapport à la prise d'éthiopurine. Et on va donc se référer au degré de risque pour discuter la reprise ou le maintien de traitement. Dans l'organigramme, si on diagnostique un cancer chez des patients vivant avec MICI, on doit faire une pause de traitement, sauf si la maladie est sévère et les symptômes sont invalidants. Donc dans ce cas-là, la qualité de vie est prioritaire et on peut maintenir le traitement de la MICI. Une fois le cancer en apparence guéri, il faut prendre la décision en concertation avec l'oncologue. Il faut lui demander le degré du risque de récidive. S'ils nous disent que le risque est très bas, entre 0 et 5%, on peut reprendre un traitement si la maladie est active. Par contre, si le risque est élevé, donc s'il est entre 5 et 10%, on peut faire une pause de traitement de 2 ans. S'il est supérieur à 10%, une pause de 5 ans est recommandée. Donc, il ne faut jamais reprendre un traitement s'il est suspecté d'être la cause de cancer. Par exemple, dans un lymphome hépatosplénique causé par l'association tubérine anti-TNF, on ne peut pas reprendre le traitement si on suppose qu'il est en cause, sauf si la qualité de vie est altérée et la maladie est sévère. Donc, pour conclure, je vous dis que les MICI coliques, ils ont un risque 2 fois plus de cancer colorectal. Le dépistage se fait à partir de 8 ans d'évolution de la maladie, sauf pour la CSP, dès le diagnostic. Et la fréquence des coloscopies pour la surveillance, elle dépend du surrisque et des facteurs de risque, que ce soit bas, intermédiaire ou élevé. Aucune recommandation actuellement pour le dépistage de l'adénocarcinome de l'intestin grêle. Il faut faire attention aux lymphomes associés au traitement thiopurine et anti-TNF. Et en cas de cancer, une pause généralement de 2 à 5 ans avant de reprendre le traitement est recommandée en absence d'activité ou une maladie sévère. Je vous remercie. Merci, Dr Agoun, pour cette belle présentation. Donc, on passe rapidement au débat. Nous avons 10 minutes, 10 minutes pour poser des questions aux différents orateurs. Alors, allez-y. Je souhaiterais que vous passiez devant au micro. Questions courtes, réponses courtes, s'il vous plaît. Bon. Donc, concernant la première présentation d'abord. Donc, MICI et grossesse. Est-ce qu'il y a des questions pour professeur Kassama? MICI et grossesse. Oui. Bon, j'ai une question pour Dr Gamar. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Par rapport aux patients qui sont en rémission, profonde et prolongée, et ils sont en combothérapie, infliximab plus humurel. On privilège l'arrêt de l'humurel, c'est ça. Et par rapport à l'immunogénicité, il n'y a pas un risque d'immunogénicité? Merci beaucoup. Merci pour ta question. Alors, quand on traite un patient en combothérapie avec de l'infliximab, vous savez que l'infliximab n'est pas à 100% humanisé par rapport à l'adalimumab. Donc, obligatoirement, quand on commence, on va mettre de la combothérapie à tous les patients. Infliximab plus Immurel. Quand il y a de l'intolérance à l'Immurel, on va remplacer l'Immurel par le méthotrexate en donnant les bonnes doses pendant 3 mois. Après, sa question, elle est pertinente dans le sens où on arrête l'Immurel, est-ce qu'on va avoir la production des anticorps? Les recommandations disent qu'il faut minimum 6 mois, maximum 2 ans de combothérapie en fonction du tableau clinique, de la sévérité et du patient.
Ensuite, bien entendu, on ne va pas laisser cette combothérapie au long cours parce qu'on va le mettre, il va avoir donc des risques d'effets secondaires par rapport aux deux traitements, notamment s'il est jeune par rapport au lymphome, etc. Il faut savoir que ce sont des risques mineurs, mais on va arrêter la combothérapie. Alors, quand on arrête la combothérapie, en général, pour la plupart des patients, ça se passe bien. Il y a bien entendu d'autres patients qui vont faire de l'échappement thérapeutique à l'infliximab parce qu'ils vont développer plus tard des anticorps. Eh bien, c'est en surveillant qu'on va essayer de les diagnostiquer. Et dans les travaux, ils ont bien montré que le retraitement pendant une courte durée de 6 mois avec les murelles, eh bien, ça va les débarrasser de leurs anticorps. Donc, il y a moyen de rattraper cet échappement thérapeutique en remettant de l'Immurel pendant une période. Mais c'est une très bonne question de la vraie vie qu'on discute tout le temps à l'hôpital du jour pour nos patients. Merci. S'il vous plaît, pour les questions, avancez vers le micro. Professeur Cherry. J'ai 2 questions. La première, vous avez évoqué 2 facteurs pour parler de rémission profonde, endoscopique et clinique. Est-ce qu'aujourd'hui, la rémission histologique ne doit pas aussi être prise en considération pour aller vers la désescalade? Ma deuxième question, vous n'avez pas du tout évoqué le cas des malades qui ont été opérés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle stratégie adopter chez un malade qui a été opéré et blanchi par la chirurgie? Très bonne question, toujours. Donc, pour la première, la réponse est claire. Les dernières recommandations, les objectifs thérapeutiques ont changé et les recommandations STRIDE 2 qui ont été émises en 2021 sont très claires dans les objectifs thérapeutiques. Donc, par exemple, en 2024, rémission profonde égale cicatrisation endoscopique. Dans la rectocolite hémorragique, on est passé du maillot 1 à maillot 0 et l'ambition dans les objectifs, c'est la rémission histologique, mais elle n'est pas encore dans les recommandations. Ça sera probablement dans le STRIDE 3 où ils vont dire il faut avoir la rémission histologique, pas pour l'instant. Donc, pas la peine de faire des biopsies, c'est vraiment que des travaux, mais les travaux sont vraiment en cours pour la rectocolite hémorragique et pas pour la maladie de Crohn. Concernant la désescalade thérapeutique dans la maladie de Crohn post-opératoire, qui est un sujet passionnant parce qu'on se dit on a enlevé la partie malade, on a mis le compteur à 0 pour la maladie de Crohn et n'empêche la maladie démarre. Et vous le savez très bien qu'au bout d'une année, 90% des patients vont avoir de la récidive endoscopique qui va dire plus tard récidive clinique. C'est un gros problème, c'est un gros challenge. Dans le monde, on en discute, il n'y a pas de recommandation parce que, en tous les cas, il n'y a pas de recommandation. Et dans le dernier consensus 18 qui a abordé cet aspect sur la désescalade, on ne parle pas de maladie post-opératoire, on nous donne l'algorithme comment traiter, mais on nous dit n'arrêtez jamais. Parce que quand vous arrêtez, ça redescend. Pour les petites expériences qu'on a eues, même 5-ASA, on met... Il y a des patients qui, pendant longtemps, ont pris pendant 10 ans 5-ASA dans la maladie de Crohn post-opératoire. On leur dit, mais non, ce n'est pas tellement le traitement. Et on décide de les arrêter. Contrôle 2 ans plus tard, il y a de la récidive. Donc, ces patients-là, il ne faut certainement pas arrêter les traitements. Malheureusement, on n'a pas encore de nouvelles recommandations. Merci. Oui, avancez, s'il vous plaît, vers le micro. Bonjour, j'ai 2 questions. Une question pour Dr Gamar et une question pour professeur Kasama. Ma première question, c'est les escalades. J'ai un malade qui a une maladie de Crohn assez gentil, iléal, inflammatoire, et qui a présenté une fistule qui a été drainée. Elle était assez simple. Il a très bien répondu à la biothérapie. Là, on est à 3 ans de biothérapie. Il a pris du poids. Il est tellement bien, tout va bien. Il me demande est-ce que arrêter le traitement, tout en sachant qu'on a commencé par l'Umérel, il a été intolérant à l'Umérel, au 6MP. Est-ce que je peux arrêter? Qu'est-ce que je mets? Les sous-ADA. Réponse courte, s'il vous plaît. Alors, le patient maladie de Crohn, dernière anse iléale, avec une petite fistule anale. Très bonne réponse après 3 ans d'adalimumab en monothérapie. Quand on dit très bonne réponse, ça veut dire que vous avez fait l'endoscopie, qu'elle a complètement cicatrisé. Il faut surveiller parce qu'il est jeune, il a fait une fistule anale. Même si vous désescaladez, il y a eu un travail où ils ont essayé de mettre de l'ADA tous les 3 semaines. Parce que nous, on mettait toutes les 2 semaines.
Et probablement, dans l'avenir, il va sortir parce qu'il y a des travaux qui ne sont pas encore finis. Vous avez par exemple l'étude Cure qui est très intéressante, où on parle justement de cet aspect. Si le malade est vraiment demandeur d'arrêt, je peux arrêter, mais je surveille près. Parce qu'il a fait une petite fistule anale, il peut. Après, on a tous des malades qui ont des maladies de Crohn, qui prennent 0 traitement. Bon, très bien. Chacun phénotype particulier, c'est la surveillance. Question pour les chirurgiens, s'il vous plaît. Pour les chirurgiens. Fini, Gamma. On passe aux autres orateurs. Question pour les chirurgiens. Le président. Chirurgien. Président, Président question Layana. courte, monsieur le président. Question courte, réponse courte. Question pour les chirurgiens et bien sûr pour les spécialistes du MICI, notamment Dr Gamma. Quelles sont les frontières entre patients à opérer pour la maladie de Crohn fistulisante versus traitement médical? On sait tous que le traitement, notamment en TTNF ou Imural, ça prend 3 mois pour agir. Les anti-TNF acétifs, on attend 1 an à 2 ans pour l'avoir. C'est une liste d'attente qui est très très longue. Donc toujours conflit entre traitement médical versus chirurgical. Le chirurgien, donc c'est une chirurgie qui est assez lourde quand même. Donc il veut donner de la chance aux patients pour qu'ils soient pris en charge versus traitement médical. Question. Donc, c'est vrai, on n'a pas une expérience concernant la thérapie ici à Sétif parce que c'est très long pour l'avoir. Donc, toujours pour des malades qui présentent d'emblée des fistules, c'est-à-dire maladie de Crohn fistulisante, donc c'est le traitement chirurgical qu'on préconise. Donc, mais idéalement, avec des recherches avec des conclusions qui ont été faites par les sociétés savantes, c'est le traitement médical tout d'abord par la biothérapie, comme j'ai dit tout à l'heure, diagnostiqué précocement, avec une atteinte courte inférieure à 40 cm, il faut tenter le traitement médical. Mais sur terrain, on n'a pas, donc c'est la chirurgie. Voilà. Excusez-moi, je veux poser une question, parce que d'ordre de travail, est-ce que peut-on donner de la biothérapie pour des malades opérés en post-opératoire immédiat au lieu de donner des dérivés aminosalicylés? Pour la maladie de Crohn, déjà je vous réponds, pour la maladie de Crohn, en post-opératoire, on ne donne plus des 5-ASA. Tous les travaux, les derniers consensus, ils disent que ce n'est pas efficace, qu'il faut traiter 7 patients pour avoir le bénéfice de 1. Ce n'est pas recommandé par rapport aux 5-ASA. Après, pour les autres traitements immunosuppresseurs, il faut attendre la cicatrisation, la cicatrisation et le sepsis en fait. Il faut attendre une bonne cicatrisation de la paroi, pas de sepsis. Ça peut aller 15 jours. En post-opératoire de maladie Crohn, on vous dit vous démarrez le traitement à partir de 15 jours. Mais il faut toujours voir l'état du patient. Si le post-opératoire il est vraiment en bon état et qu'il n'y a pas de sepsis, on démarre. Merci. J'ai une petite question pour le professeur de Wahab. Concernant surtout lorsqu'on a des fistules, par exemple, multiples, avec agglutination dense, où ça prend plusieurs onces à la fois, faut-il vraiment réséquer en bloc? Et là, on entre donc dans le syndrome de l'intestin court, avec toutes ses conséquences, ou faut-il débrider pour rechercher la lésion coupable pour la réséquer, et les autres, les suturer simplement? Non, si on a des fistules, des anses intestinales fistulisées entre elles, il faut faire une résection. Généralement, c'est des anses iliales entre elles. Donc, on évite un grêle court. Ce n'est pas un problème. Mais si vous avez, par exemple, tout l'intestin grêle, c'est très rare. Par exemple, le jéjunum, jusqu'à tout le grêle. Là, on va réséquer là où il y a vraiment les fistules entre les anses. Et bien sûr, épargner le traitement par la biothérapie. Okay, merci. J'ai une autre question, la dernière s'il vous plaît, pour M. Ben Meddour. Concernant le diagnostic, nous savons que les maladies périnéales fistulisantes posent un problème diagnostique avec d'autres pathologies. Supposons qu'un malade présentant une maladie de Crohn non connue et qui se présente en consultation pour 2 petites fistules périnéales. Quels sont les critères ou les caractères cliniques qui nous permettent d'y penser à une maladie de Crohn ou éventuellement une maladie autre, comme par exemple le Vernet ou une fissure chronique surinfectée? Est-ce qu'il y a des signes cliniques vraiment évidents qui peuvent nous inciter à y penser d'emblée? Je vous remercie. Merci. Alors,
avant de prendre en charge chirurgicalement les fistules, l'exploration endoscopique, elle est systématique. Donc une coloscopie totale, surtout chez les sujets jeunes, elle est de mise avant justement d'aller. Donc, et on n'est pas dans la suspicion, fistule anale égale exploration endoscopique. Voilà, tout simplement. Donc il n'y a pas de doute là-dessus. Et puis la deuxième question... Diagnostic. Le verneux, c'est assez typique, hein, donc ce sont des lésions typiques.